CND News, informé dans l'éthique. C'est un panel public à participation libre et gratuite. Donc, les réflexions qui sortiront de cette salle engagent beaucoup plus ceux qui les portent. Mais c'est des réflexions qui visent principalement à contribuer d'abord au débat public, c'est ça l'objectif premier. Ensuite, c'est de pouvoir fournir des éléments d'orientation de notre perspective à la commission qui a été mise en place par le gouvernement du Sénégal, qui est chargée de gérer tout le processus de révision de ces contrats. Nous considérons que les ressources naturelles appartiennent au peuple, et la question au peuple aussi de pouvoir contribuer à tout processus, à toute décision qui doit être prise en ce sens. Donc c'est ce qui fait que nous sommes alignés au principe qu'on appelle le Chatham House, donc service ouvert. Nous considérons qu'en toute sécurité. Chers participantes et participants, avocats, banques et tout protocole confondu, je voudrais, au nom de CAJUS, vous adresser 3 messages importants. Mon premier message porte sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Comme vous le savez, l'exploitation des ressources naturelles s'impose de plus en plus comme un secteur stratégique de l'économie du Sénégal. Cependant, comme dans plusieurs pays africains, le Sénégal tire encore une part très marginale des bénéfices dans ce secteur. Selon le rapport ITIE 2022, les secteurs extractifs représentaient 6,85% des recettes de l'État en 2022. Moins de 5% du PIB et moins de 1% des emplois. Paradoxalement, si l'on analyse les impacts négatifs de l'exploitation minière sur le cadre de vie et sur les moyens de subsistance des communautés, si l'on pense au potentiel risque qui entoure l'exploitation des hydrocarbures, nous sommes tentés de conforter la thèse du paradoxe de l'abondance. Une bonne partie de la littérature de la gouvernance des ressources naturelles attribue ce paradoxe en partie au déséquilibre manifeste des termes des contrats. C'est clair et évident que la raison ne se trouve pas que dans les contrats, car il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Mais les contrats constituent la principale base de partage des bénéfices. Par conséquent, nous n'aurons pas tort, comme l'indique le gouvernement du Sénégal, de jeter un coup d'œil. Nous, citoyens actifs pour la justice sociale, considérant que le processus engagé par le gouvernement du Sénégal reste légitime. Mais cette légitimité serait plus partagée si le peuple, propriétaire souverain des ressources, est suffisamment informé, mobilisé, engagé dans le processus. Convaincu que toute action de la part du gouvernement doit être centrée autour du citoyen, autour de l'humain, tout simplement. C'est pourquoi, avec l'appui de nos partenaires, nous avons engagé une série d'initiatives qui permettront aux citoyens de mieux comprendre les enjeux de cette initiative du gouvernement, son opportunité, sa faisabilité et aussi ses risques. La table ronde de ce jour est la première activité dans cette série d'actions à mener. Ces actions représentent une façon pour nous de compléter l'action du gouvernement afin qu'elle soit participative et inclusive. Mon deuxième message est un message de plaidoyer à l'endroit de l'État, mais également à l'endroit des entreprises minières. D'abord, le partage des revenus, tel que prévu par le Code minier depuis 2016, n'est toujours pas effectif. L'État du Sénégal doit aux collectivités territoriales le fonds d'appui et de péréquation
dont la clé de répartition semble toujours inopérationnelle. Nous appelons les nouvelles autorités à faire de cette question une priorité à l'image de la révision des contrats. Les compagnies minières en phase d'exploitation doivent 0,5% de leur chiffre d'affaires aux communautés à travers le Fonds d'appui au développement local. Nous les appelons à s'acquitter de cette obligation afin de réduire le calvaire aux populations affectées par les opérations d'extraction des minerais. Ensuite, l'État du Sénégal est engagé dans plusieurs initiatives mondiales et nationales visant à répondre aux effets dévastateurs du changement climatique, dont principalement la transition énergétique. Nous saluons ces initiatives, nous y adhérons et nous nous engageons à les soutenir. Cependant, notre attente principale est que ces initiatives soient aussi bien dans l'élaboration que dans la mise en œuvre. Elles doivent refléter les besoins des communautés, des femmes, mais surtout des jeunes. Mon dernier message est un message de gratitude. Je me réjouis que vous ayez répondu massivement à notre invitation pour ensemble plus important que la gestion de nos ressources naturelles de notre pays. Je dirais de façon plus exacte la gestion de nos ressources. Car depuis 2016, la Constitution a consacré de façon formelle la propriété des ressources au peuple à travers son article 25. Aux experts qui sont ici présents, qui ont accepté de faciliter ces échanges. Aujourd'hui, nous vous devons respect et gratitude. Nous savons bien combien il est difficile, voire même risqué, d'être parmi les premiers scientifiques à aborder publiquement ce sujet à la fois complexe et sensible qu'est la gestion des contrats. Aux côtés de vous, nous notons la présence de plusieurs universitaires, des chercheurs qui trouvent un intérêt d'abord scientifique, historique et actuel sur la question du jour. J'imagine que certains d'entre eux prendront la parole pour partager leurs opinions. Aux journalistes et acteurs des médias, ici présents, vous méritez notre haute considération. Votre relation avec nous ne se résume pas à une couverture médiatique de nos activités. Vous et nous avons de communs acteurs, c'est d'être des acteurs de changement de par notre capacité collective à façonner la perception et la pensée des citoyens. L'administration publique sénégalaise accorde un intérêt particulier aux échanges que nous tiendrons aujourd'hui. Nous avons reçu plusieurs réactions ces derniers jours de leur part. Nous apprécions à juste valeur leur ouverture à discuter avec nous des enjeux qui entourent la décision du gouvernement du Sénégal de revoir les termes des contrats stratégiques. Soyez remerciés pour votre présence. J'imagine qu'il y a aussi des représentants. Sachez que votre engagement et votre disponibilité à échanger avec nous, à chaque fois que c'est possible, reste très apprécié. À nos collègues de la société civile, en particulier la coalition Publier ce que vous payez, qui polarise nos actions collectives dans la gouvernance des ressources naturelles, aux honorables élus des collectivités territoriales, les parlementaires, nous exprimons notre sentiment de gratitude pour les efforts communs que nous sommes en train de consentir ensemble et au bénéfice des communautés, notamment celles affectées par les activités extractives. Notre engagement commun pour défendre les droits des communautés rejoint parfaitement les efforts des organisations spécialisées en promotion et en protection des droits humains. Nous rendons un vibrant hommage à toutes ces organisations et acteurs droits de l'homme. À toutes et à tous les invités, que vous nous suivez en ligne ou dans la salle, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments avec nous en écoutant religieusement les amis des experts. À la fin de la session, nous vous convions à un rafraîchissement qui nous permettra de souffler et d'élargir notre réseau dans la joie. Sur ce, je vous remercie. À l'université Cheikh Anta Diop, enseignant, chercheur pour être beaucoup plus précis et juriste, qui a une longue expérience d'abord pratique
pratique du secteur extractif. Il était le responsable des acteurs juridiques de l'initiative pour la transparence des industries extractives au Sénégal. Donc, rien que cette expérience pratique sur le terrain lui permet bien sûr d'être une personne légitime à pouvoir s'exprimer sur cette question-là. Et aussi de par son parcours universitaire, il est quelqu'un parmi les juristes sénégalais qui ont beaucoup exprimé leurs opinions sur ce sujet, qui ont fait des recherches poussées, qui ont voyagé dans beaucoup de pays pour pouvoir bien sûr connaître les expériences juridiques des autres pays. À ma gauche, vous avez RH Daouda Diène, LH Papa Daouda Diène. LH Papa Daouda Diène est économiste. Il est analyste économique. Il travaille pour l'ONG NRGI. NRGI, c'est Natural Resource Governance Institute. C'est l'Institut pour la gouvernance des ressources naturelles. C'est un des plus grands instituts au monde qui travaille avec la société civile et qui apporte des réflexions stratégiques sur la gouvernance des ressources naturelles. Donc, il est l'analyste économique de NRGI en Afrique, dont le bureau est basé ici au Sénégal. Donc, il abordera bien sûr la question de la révision sous l'angle bien sûr économique. Et enfin, à ma gauche encore, vous avez M. Tade Adjouma Seck. Tade Adjouma Seck aussi a une longue expérience, aussi bien théorique que pratique dans le secteur extractif. Il a travaillé d'abord avec l'Association pour la justice environnementale, AJE, et ils ont mené plusieurs actions en relation avec les questions environnementales, y compris des questions de judiciarisation des questions environnementales dans le secteur extractif. Récemment, ils ont été en justice l'État du Sénégal sur la question environnementale particulièrement. Il est juriste aussi spécialisé en gouvernance des ressources naturelles, avec une longue expérience aussi sur les questions de changement climatique et de transition énergétique. Naturellement, quand aujourd'hui on parle de révision des contrats, il est important de jeter un coup d'œil sur tous ces enjeux climatiques. Est-ce que les nouveaux contrats pourront prendre en charge ces préoccupations si on les révise bien sûr? Donc il pourra revenir sur cette question-là. Donc c'est un plaisir de recevoir ce parterre de panélistes. Mais il y a un autre panéliste qui nous suit en ligne et qui interviendra en ligne. C'est M. Mahamad Ateyib. Mahamad Ateyib aussi est un alumni de la Banque mondiale, d'abord sur les questions extractives. C'est un juriste, il a travaillé d'abord au cabinet Génie Assassourant aussi. Il est absent du Sénégal pour des questions de recherche sur le sujet. Il va intervenir en ligne en tant qu'expert avocat d'abord de pratique, mais ensuite en tant que juriste chercheur sur la question des industries extractives. Donc c'est un parterre d'excellents experts et panélistes que nous aurons tout à l'heure pour échanger sur la question que je vous ai présentée tout de suite. Le contrat tout court et que je vais au niveau du contrat extractif. Le contrat extractif, c'est un contrat de commerce international. Donc, au-delà d'un contrat tout court qui m'engage moi et vous, c'est un contrat qui engage plusieurs entités et qui a beaucoup de il y a beaucoup d'enjeux. Et sachant que c'est un contrat de très longue durée, plus un contrat est long, plus il y a une possibilité de changement de circonstances, d'événements qui vont bouleverser l'équilibre initial du contrat. Et c'est cet équilibre-là qui peut être considéré d'un point de vue économique, qui va être le point de départ de tout processus de négociation. Parce qu'au départ, le contrat est conclu entre l'État et une entreprise extractive, une multinationale, peu importe la forme juridique de l'entreprise. Au départ, il y a un contrat qui a été signé sur la base d'accords réciproques, d'engagement réciproque. Mais au fil du temps, on se rend compte qu'il y a beaucoup de faits qui n'étaient pas prévus. Et si on entre si on se limite dans le secteur extractif, au niveau des risques, il y a des risques géologiques. Je peux conclure un contrat avec l'État du Sénégal. Après la phase d'exploration, je me rends compte que le potentiel minier que j'avais espéré n'est pas là-bas. Je peux conclure au contrat. Ça, c'est un risque qui est géologique dans les entreprises. Il y a également les risques économiques. Ici, le contrat extractif porte sur une matière qui est appelée à évoluer. La fluctuation du prix du pétrole, par exemple, peut faire à un moment donné que la conclusion initiale du contrat ne va pas, si on continue la relation sans renégocier
restaurer l'équilibre initial, cela va être en défaveur des parties au contrat. Et c'est pour l'ensemble de ces raisons-là qu'à un moment donné, si on se rend compte, si l'une des parties se rend compte, et les parties, je rappelle que c'est l'État ou c'est l'entreprise co-contractante, si l'une des parties se rend compte qu'il y a des déséquilibre à ce niveau, il va intenter un processus de renégociation. Donc, par rapport à votre première question, est-ce que la renégociation est issue du contentieux? C'est tout à fait l'effet inverse. C'est la renégociation qui peut aboutir vers le contentieux. Mais avant la renégociation, il n'y a pas de contentieux. Ce qu'il y a, c'est qu'on est en train de dérouler un contrat et à un moment donné, un changement de circonstances, un changement d'éléments substantiels du contrat qui n'arrange pas une partie, à moins qu'elle ne s'assoie avec l'autre et renégocie ce contrat. Ça, c'était je pense que ça répond un peu à la question de pourquoi est-ce qu'on renégocie le contrat. Et c'est la raison pour laquelle je vais remonter là-dessus. C'est la raison pour laquelle il est très rare, je ne peux pas prendre le risque de dire que ça n'existe pas, il est très rare qu'on renégocie parce qu'il y a un souci environnemental, parce qu'il y a une violation d'une norme environnementale. On renégocie plutôt parce qu'il y a un déséquilibre économique. Donc c'est le volet économique qui peut susciter une renégociation. Et ça me permet de faire une transition par rapport à l'initiative de la renégociation. Je vous ai tantôt dit que l'initiative de la renégociation, étant donné qu'on est dans le cadre de contrat, l'initiative peut émaner des deux côtés. Et en fonction de la partie qui intente une renégociation, ce n'est pas toujours le même intérêt qui est en jeu. Si on s'inscrit dans le cadre de la renégociation des contrats extractifs par l'État du Sénégal, il faut savoir qu'il y a deux raisons principales qui motivent la renégociation dans le contrat extractif. D'une part, cela peut être pour l'État une tentative d'augmenter sa part dans les projets extractifs. D'autre part, cela peut provenir d'une volonté de redynamiser sa fiscalité, d'augmenter ses parts de revenus issus de la fiscalité. Donc ce sont les deux éléments qui, du côté de l'État, favoriser une renégociation. Excellent. Question climatique et environnementale, parce qu'il y a de nouveaux engagements de nos États qui sont intervenus après la signature de la plupart de ces contrats, à travers les CDN, les contributions déterminées. C'est des engagements qui découlent parfois de l'accord de Paris ou du protocole de Kyoto, etc., de la Convention des Nations Unies sur la protection de l'environnement, et qui n'ont pas été pris en charge par les contrats en cours. Ensuite, de plus en plus, nos États bénéficient de beaucoup de financements climatiques qui, naturellement, vont avec des obligations nouvelles. Et naturellement, si les compagnies qui ont des contrats qui précèdent ces engagements-là, elles n'ont finalement aucune obligation, contrairement à ce que dit l'ITIE, c'est que les compagnies ont désormais une obligation de publication de certaines données, y compris les données d'émission de gaz à effet de serre. Donc, c'est pourquoi je disais, est-ce que des phénomènes pareils peuvent susciter ou motiver la révision? Vous pourrez y répondre non seulement avec votre expérience, mais je vous ajoute une question quand même. Qu'est-ce que l'État de Sénégal? On fait intervenir plusieurs disciplines, l'économie, la géologie, le droit, les finances. C'est là où l'interdisciplinarité est intéressante, mais aussi, au-delà de la commission, qu'il y ait des comités d'experts. Et quand on dit d'experts, c'est à la fois des experts internes, mais aussi des experts externes qui pourront également donner leur point de vue. L'autre élément maintenant, c'est que si on arrive à terminer les négociations au-delà de la commission du mandat qui doit être adoptée à une fusion nationale, l'interdisciplinarité, c'est de voir qu'est-ce que l'État compte faire après. Parce qu'on a vu dans des pays, quand on a terminé les négociations, tout de suite l'État a procédé à des annulations de contrats. Parce qu'il y a eu des irrégularités qui ont été révélées. Dans d'autres situations aussi, c'est avec même le consentement des compagnies. C'est là où c'est intéressant. Par exemple, l'expérience libérienne ou libérienne, c'est parce qu'il y a eu un accord de point de vue stratégique qui a fait que les compagnies ont accepté que les renégociations ont débouché sur une maximisation des parts de l'État. Et donc, tout compte fait, je pense que la question de la procédure d'embarque devra d'abord s'adosser à une vision nationale
mais également devra s'adosser dans un cadre juridique qui est favorable à la renégociation pour éviter effectivement les risques de violation qui peuvent préjudier les intérêts économiques de l'État. Et je crois que l'effet de Damoclès du contentieux, il est là. C'est pourquoi les gens, parfois, quand on parle de renégociation, on a l'impression de dire tout de suite ça peut déboucher sur du contentieux. Oui, parce que ça a débouché sur du contentieux, mais il faudrait, à mon avis, s'assurer qu'on ait tous les arguments juridiques en termes de texte, en termes de jurisprudence arbitrale, les bonnes pratiques, les expériences réussies, pour essayer de voir, comme certains pays l'ont fait, on s'accorde sur quelques points précis. Si on est d'accord que du point de vue du partage de la rente, par exemple au Kazakhstan, ils ont regardé qu'il y avait des coûts qui étaient énormes et étaient faibles en termes de governmenté. Le gouvernement a su négocier pour augmenter ses parts. C'est précis. Si on estime que du point de vue du contenu local, les plans de succession, il nous faut surveiller aussi les parts minimales réservées aux nationaux, il nous faut surveiller également la question de l'identité des fournisseurs de biens et de services. Ça, c'est des points précis. Mais l'essentiel, c'est d'éviter d'y aller de façon dispersée et que finalement, à l'arrivée, ça peut, prendre du temps, deux, également, les conclusions risquent d'être décevantes et parfois, ça peut, à mon avis, faire fuir les investisseurs. Excellent. Sur les carnets qui sont sur vos tables et nous les faire passer, si vous avez des préoccupations spécifiques sur lesquelles vous voulez que les panélistes reviennent. Je reviens à Daouda. Du point de vue économique, est-ce qu'il y a des principes fondamentaux que l'État doit suivre pour pouvoir au moins aboutir à une révision apaisée du point de vue économique, bien sûr, sans léser les intérêts de qui que ce soit dans le processus? Merci, merci. Pour un échec de négociation ou de renégociation d'un contrat, quelqu'un a posé une question dans le chat demandant est-ce que dans la commission il y a de bons négociateurs, parce qu'il dit que ce n'est pas uniquement des questions juridiques, de procédure économique, etc., mais il faut qu'il y ait aussi de bons négociateurs. Ce n'est pas ce qu'il appelle bon négociateur. La commission n'est pas encore, à ma connaissance en tout cas, n'est pas encore mise en place. Mais on n'a pas encore mis la composition de la commission. Sauf si je me trompe, les membres de la commission, certains en tout cas, sont dans la salle, ils ne souhaitent pas prendre la parole, ils veulent juste apprendre de ce que nous sommes en train de dire. C'est très légitime, elle vient de démarrer son travail. Les contrats, on ne négocie pas sur la place publique, ça c'est connu de tous. Mais la question quand même est venue dans le chat, est-ce qu'il y a un négociateur? Je ne saurais y répondre. Mais ce que je peux dire, c'est que je demande aux panélistes, en cas de désaccord dans les négociations, est-ce qu'on peut s'attendre à des ruptures de contrat? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut renégocier? Est-ce que c'est les clauses fiscales? Est-ce que c'est le partage des revenus? Est-ce qu'on peut s'attendre à une renégociation qui dira désormais les contrats pétroliers, comme on l'a dans les contrats miniers, 1% de votre chiffre d'affaires devrait aller au profit des communautés à travers un fonds de l'appui au développement, où les femmes pourront pouvoir voir leurs activités génératrices de revenus redynamisées, notamment les micro-marailleuses, etc., les femmes transformatrices au niveau des zones de pêche. Donc, je voudrais aussi avoir votre avis sur cet aspect-là. Ensuite, je donnerai la parole à Thierry Faye pour qu'il nous partage un peu quelques expériences du point de vue fiscal, à quoi on pourrait s'attendre si on négocie aujourd'hui ou on renégocie aujourd'hui les contrats. Docteur Abdou, s'il est d'accord, il pourra nous dire en matière de communication qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire. Et je crois que ça nous prendra environ une quinzaine de minutes pour tous ces points-là, de sorte que les médias qui souhaitent aussi prendre des ITV puissent le faire tout de suite et qu'on puisse encore prendre des questions additionnelles. Si vous avez des questions, écrivez-les, envoyez-nous-les comme le font ceux qui sont dans le Zoom. Il y a plein de questions, certaines sont déjà prises en compte dans les échanges. Je ne sais pas qui va commencer à ça. La première question, c'est celle de si une partie n'est pas d'accord avec la négociation, quelles sont les conséquences qu'il faut tirer de ces accords-là? Lorsqu'on parle à la négociation, il y a deux issues possibles. Soit on réussit la négociation,
négociation, les deux parties s'assoient, étant d'accord sur quelque chose, et là, on continue à dérouler le contrat, soit on ne tombe pas d'accord sur les éléments de la renégociation, et là, on est en face de l'échec de la renégociation. Et quand la renégociation échoue, on va inévitablement vers le contentieux. Parce que cela suppose que, étant donné que l'État c'est lui le propriétaire des ressources, s'il envisage de modifier certains aspects du contrat et que le contractant ne voit pas les choses de cette manière, il y a de fortes chances que l'État entame un processus de résiliation de ces contrats-là. Et étant donné que ça, c'est une rupture anticipée du contrat, cela, l'entreprise co-contractante de l'État pourrait attaquer l'État sur la base d'une rupture abusive du contrat qu'il est lié avec l'État. Et à partir de là, il y a le contentieux qui est là, et c'est un contentieux qui est vraiment qu'on ne souhaite pas. Parce que le contentieux, le secteur extractif, c'est un secteur qui demande beaucoup de revenus. Et est-ce qu'on est actuellement, nous en tant qu'État sénégalais, est-ce qu'on est actuellement prêt à nous engager dans un contentieux qui pourrait durer 10 ans? Et d'autant plus que là, le processus de renégociation, c'est pas seulement un contrat, mais on a l'impression que c'est l'ensemble des contrats qui sont audités et on va vers un processus global de renégociation des contrats. Il y a des États qui l'ont fait, il y a des États qui ont plus ou moins réussi, mais ce qu'ils partagent en commun, c'est que après juste le processus de renégociation qui échoue, on va vers le contentieux. Et peut-être, si vous me permettez, avant de répondre aux autres questions, parce qu'en fait, c'est une question un peu délicate, le traitement du contentieux, je ne vais pas entrer là-dessus. Je tiens juste à préciser que, étant donné qu'on est dans le cadre de contrats de commerce internationaux, la plupart du temps, lorsqu'il y a litige, on soumet le litige devant les tribunaux arbitraux, et surtout devant les tribunaux d'investissement. Et là-bas, on cherche davantage à protéger l'investissement que les intérêts singuliers d'un État. Donc, il y a de fortes chances que l'État échoue. Je ne parle pas du Sénégal, mais je parle de manière générale des négociations qui ont échoué et qui ont abouti à des contentieux. Sans compter que pour aller au contentieux, est-ce que le Sénégal est prêt à mettre en place un fonds qui va servir spécifiquement au financement de ce budget contentieux-là? Je ne pense pas. Est-ce qu'on a suffisamment de spécialistes pour tenir dans ce contentieux-là? Je ne sais pas. Bon, je vais un peu raccourcir la question du contentieux puisque ce n'est pas pour l'ordre du jour. La deuxième question, je pense que ça concerne le départ du projet de BP. Est-ce que c'est lié à un échec de la renégociation? Bon, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que je ne maîtrise pas le fond des accords qui ont pu survenir entre BP et l'État du Sénégal. Ce que je tiens à souligner, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a rupture du contrat qu'il y a forcément échec de renégociation. À un moment donné, lorsqu'on s'engage dans un projet extractif en tant qu'entreprise, c'est pour y gagner des revenus. C'est pour exploiter des choses qui nous seront bénéfiques, nous, en tant qu'entreprise individuelle. Donc, si à un moment donné, BP se rend compte que le potentiel économique des gisements du Sénégal ne l'intéresse plus, il peut partir. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de sessions de contrats, sessions de titres miniers que vous verrez dans le secteur. Généralement, on a remarqué qu'en Afrique, dans beaucoup de pays où il y a un changement du personnel politique, souvent il y a des velléités de négociation des contrats. Parce que souvent, l'idée, on considère que c'est un changement fondamental de circonstances et que généralement les nouvelles autorités veulent revoir un peu l'ensemble des contrats qui ont été négociés pour s'assurer un peu de ce qu'on peut qualifier de la sécurisation des intérêts économiques de l'État, mais également de la maximisation de tout ce qui est retombées socio-économiques. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'article 25-1 de la Constitution du Sénégal prévoit que les ressources naturelles appartiennent au peuple et elles doivent être gérées de manière transparente et de façon à
générer une croissance économique et le bien-être des populations. Il est tout à fait légitime pour un gouvernement de vouloir en soi revoir l'ensemble des contrats qui ont été négociés. Maintenant, il y a une certaine pratique que l'on note, c'est que si le gouvernement estime, par exemple, que la plupart des contrats ne rapportent pas à l'économie, ça peut découler de la faiblesse, par exemple, de la fiscalité. Ça peut découler aussi souvent de la participation de l'État en termes un peu de captation de dividendes, mais aussi ça peut découler également d'une faiblesse de la législation. C'est pourquoi on cite souvent même qu'en 2012, quand il y a une alternance, il y a une commission de revue qui a été mise en place et la commission à l'époque a révélé que les contrats étaient désavantagés, n'apportaient pas beaucoup à l'État et ce qui a amené un peu une réforme de la législation. Et donc l'essentiel c'est que l'objectif poursuivi par l'État dans le cadre de cet exercice de renégociation soit un objectif qui répond un peu à ce que l'article de la Constitution pose, parce que les ressources doivent profiter au peuple sénégalais. Qu'est-ce qu'on peut négocier et cette négociation peut être rendue quand? Alors, pour la renégociation, je crois que vous l'avez tous suivi, le gouvernement a mis en place une commission qui est en train de travailler, la commission a été installée. Maintenant, il y a des questions qui sont relatives plus à la composition de la commission, qui doit être pluridisciplinaire, qui doit être également regorgée d'éminents experts, mais aussi qui doit recourir à des experts externes. Parce que l'enjeu, c'est de pouvoir renforcer l'État du point de vue de ses arguments, mais aussi permettre à l'État d'éviter de déboucher sur le contentieux. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on doit négocier? L'État peut, s'il le souhaite, par exemple, dans le cadre d'un contrat, s'il y a une surestimation des coûts, que l'État estime que les coûts sont très élevés, ou que l'État estime également il y a quelques irrégularités, ou l'État estime qu'au fond il y a une clause de stabilisation qui l'empêche par exemple de dérouler sa réforme sur le plan fiscal, que l'État décide justement de mettre en avant aujourd'hui que par exemple la stabilisation économique du contrat ne va pas plus couvrir par exemple certains aspects de la fiscalité, où l'État peut manifestement, en fonction un peu des variations économiques dénoncées, parce que dans le secteur minier, vous pouvez avoir le prix de l'or qui va être doublé en raison un peu d'une quelconque conjoncture. À partir de ce moment, il est tout à fait loisible. C'est pourquoi on considère que de plus en plus, il ne faut pas que dans les contrats sénégalais, qu'on ait des clauses qui fisent un peu la réglementation de l'État, mais qu'on ait des clauses de plus en plus de flexibilité, pour pouvoir un peu s'ajuster en fonction de l'évolution du marché. C'est bon? CND News, informé dans l'éthique.